Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Pour vous donner des nouvelles de la persécution politique que je subis ici en France. Par la volonté du président Emmanuel Macron, le chef provisoire de l'Élysée, qui, au nom de ce qu'il a appelé la guerre informationnelle, veut faire taire en France et hors de France toutes les voix qui critiquent le néocolonialisme français. Je vous invite à partager massivement cette émission, car demain, je suis à nouveau convoqué par la police politique de Macron. Cette émission est extrêmement importante, car je n'ai aucune connaissance précise des raisons pour lesquelles M. Macron, à travers son homme de main, l'algéro-français Moussa Gérard Darmanin, me convoque demain à l'hôtel de police de Rouen, rue Barnéville. Je ne sais pas pourquoi Emmanuel Macron me harcèle, pourquoi Emmanuel Macron me persécute. Me promouvant littéralement au rang d'un de ses principaux opposants en France, maintenant qu'il est désormais associé à Madame Le Pen, pour voler les élections françaises. Apparemment, c'est moi qui suis devenu, tout d'un coup, l'opposant le plus important à écraser en France pour M. Macron. Je vais vous dire pourquoi. Oui, demain 10 septembre à 10h, sur demande d'Emmanuel Macron, président de la République, au ministre de l'Intérieur, Moussa Gérard Darmanin, je suis convoqué à l'hôtel de police de Rouen pour répondre d'une énième convocation persécutoire. Parce que j'exerce ma liberté de penser, ma liberté d'opinion, ma liberté d'expression. C'est pour cela que je suis convoqué demain. Je vais vous dire ce que j'en pense. Après plus de 4 ans de persécution acharnée envers les peuples africains, envers les Africains de France, dont je suis, mais parce qu'il est dangereux pour la France, mauvais pour la France. C'est le pire président de la 5e République française. C'est de lui que je vous parle ce soir. Et je vous parlerai de lui sans phare et sans gants, pour qu'il ne dise pas qu'il ne sait pas ce que pense de lui. Parce que c'est trop facile de persécuter les gens en pensant qu'ils ne vont pas vous dire votre fait. Moi, je fais partie de ces hommes qui, sur cette planète, n'ont pas peur de dire leurs faits à leurs pires ennemis. Parce que j'ai choisi de servir de toutes mes forces la vérité et la justice et la solidarité humaine. Donc, M. Macron ne pourra pas empêcher que j'ai dit ce que j'ai déjà dit. Et que ce que j'ai dit se vérifie tous les jours, que je sois là ou pas. Donc, je vais vous dire, je vais rappeler à ceux qui ne savent pas ce qui se passe, à ceux qui ont écouté discrètement ce qui se passe, ce que M. Macron a fait de 2021 jusqu'à maintenant. Puis, dans un deuxième moment, je vais évoquer en particulier le dernier épisode, la convocation saugrenue, à laquelle demain, je dois répondre, entouré de mes avocats, un collectif intrépide, dirigé par Maître Ndjifutao Woshawo Aboubekr.
Alexis Ihou, Sylvain Senda. Et je voudrais saluer ici tous les autres avocats qui ont rejoint le collectif. Je vais ici regarder la liste et les citer in extenso. Ces frères et sœurs en humanité qui se sont joints à la bataille de la vérité devant l'acharnement d'Emmanuel Macron et de son régime contre moi. Acharnement qui a traversé les limites du tolérable en s'attaquant désormais à ma famille et qui pisait encore à mes enfants mineurs. Il a franchi toutes les limites. Et il faut lui répondre. Et il faut qu'on lui dise ce qu'on pense de sa manière de faire. Et il faut que la terre entière sache ce qu'il fait. Et dans la dernière partie de mon propos, je vais dire comment je vais me défendre. Et je vais dire aux Africains ce que j'estime être leur devoir au regard de ce que M. Macron cherche contre moi et tous les Africains de France. Parce qu'en fait, derrière moi, à travers moi, c'est à l'ensemble des Français d'origine africaine que Macron s'adresse. À travers la persécution qu'il concentre sur moi, c'est un message subtil, mais violent, brutal, que cette élite oligarchique corrompue, incarnée par M. Macron, est en train d'adresser aux Français citoyens d'origine africaine. Et il faudra qu'ils comprennent bien le message. Que les Français originaires des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer sachent que c'est à eux que Macron parle depuis un moment. Son attitude envers Kémy Séba, son attitude envers Nathalie Yamb, son attitude envers moi est un message aux Noirs français, citoyens français. Et il faut que ce message soit reçu 5 sur 5 et que personne ne reste se plaindre parmi ceux qui ont adopté et qui ont choisi la lâcheté comme mode de vie. Ne vous plaignez pas. Quand le malheur que Macron nous destine vous frappera, vous et vos descendants, parce que vous vous étiez tués quand nous vous avertissions que c'était vous qui étiez la cible. Alors, je voudrais commencer par remercier les avocats qui se sont vraiment joints à moi depuis maintenant plusieurs années. Je voudrais saluer Maître Ndjifutawo Woshawo Aboubekr, un grand fils du Cameroun, qui a mobilisé depuis maintenant plusieurs années avec lui des grands fils de l'Afrique. Maître Alexis Ihou. Alors, Maître Ndjifutawo Woshawo Aboubekr est avocat des barreaux de Lille et de Bruxelles. Maître Alexis Ihou, grand fils du Togo, est avocat au barreau de Lille. Il m'accompagne maintenant depuis plusieurs années et a vécu plusieurs des péripéties de la persécution de Macron contre moi. Qu'il soit salué, que son cabinet soit rempli, parce que ce sont des avocats qui servent authentiquement le droit et qui plus est, qui ont une fibre profonde pour l'émancipation de l'humanité africaine. Je salue sur la place de Londres une avocate panafricaniste qui s'est révélée par ses engagements forts ces dernières années pour la justice réparatrice, Maître Corinne Jeanne Elé Atangan, dont vous avez écouté le message vibrant de défense du serviteur de l'Afrique des libertés, de revendication du droit des Africains de dire ce qui est injuste envers eux sur toute la terre, sans phare ni restriction mentale. Je la salue. Je salue un grand fils du Congo, Maître Sylvain Senda, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, qui spontanément s'est mobilisé il y a maintenant plus de 2 ans et a rejoint le collectif des avocats de ma défense. À partir de son expérience de fils de la résistance congolaise, son expérience de défenseur des opprimés en tout pays, ce serviteur de Thémis, que dis-je, de Mahat, constitue aujourd'hui l'un des piliers de ma défense.
qu'il soit salué et à travers lui le grand peuple africain du Congo. J'en profite pour féliciter son fils qui s'est marié en Sicile il y a quelques jours. Que le Tout-Puissant bénisse ce mariage avec sa femme italienne. Je voudrais saluer Maître Geoffroy Balonga, avocat au barreau de Paris, autre fils du Congo qui s'est mobilisé spontanément. Je voudrais remercier Maître Songe Balouki du barreau de Marseille, Maître Mawaba Songe Balouki du barreau de Marseille qui s'est levé par elle-même, qui s'est spontanément constituée, s'est mise en mouvement dans l'espace pour venir participer à la défense de quelqu'un qui défend la juste cause des peuples africains opprimés et la dignité, la respectabilité des Africains de tous les continents. Je voudrais saluer Maître Taboula Mbeko, avocat au barreau de Bobigny, qui a accepté aussi d'apporter ses modestes lumières à la défense de notre juste cause commune, celle de la souveraineté de l'Afrique, celle de la dignité, de la respectabilité des Africains sur tous les continents. Je voudrais enfin remercier Maître Daniel Babin, avocate au barreau de Paris, qui, elle aussi, excellente connaisseuse des causes justes africaines du continent natal de l'homme et des diasporas, a accepté spontanément de se joindre au collectif qui, au moment où je vous parle, est constitué de 8 avocats expérimentés et intrépides. C'est avec ces hommes et ces femmes de robe, ces serviteurs de la vérité et justice, ces serviteurs de maths, c'est avec eux que je me rendrai demain, à partir de 10h, à la énième convocation de la police politique de M. Macron. Maintenant, sans plus tarder, je commence avec la première partie de ce programme. Je veux vous rappeler quel est le problème que j'ai depuis 2021 ici en France. Le problème que j'ai depuis 2021, c'est que M. Macron a nommé à un moment donné un nouveau type d'ambassadeur, un ambassadeur chargé de la diplomatie publique de la France. En fait, cet ambassadeur était chargé de la surveillance des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que le gouvernement français s'est rendu compte que les Africains ne s'abreuvaient plus aux sources uniques de RFI, de France 24, de Jeune Afrique, de TV5, de l'AFP, pour ce qui concerne les orientations, les idées et l'actualité politique africaine. Ils se sont rendus compte que les Africains sont désormais sur les réseaux sociaux, où ils écoutent les militants, les activistes, les intellectuels politiques, les influenceurs, de toutes origines africaines, de toute extraction, vivant en Afrique et hors d'Afrique. De telle façon que si vous faites une étude de l'audience, ou plutôt, si vous faites une étude des personnalités ou des voix ou des médias qui influencent les opinions en Afrique, vous vous rendrez compte que RFI, France 24, LCI, BFM TV, ils sont passés derrière, alors qu'avant ils étaient devant. La Voix de l'Amérique, la Deutsche Welle, BBC, tout ça est passé derrière, alors que pendant tout le XXe siècle, et même le début du XXIe siècle, ce sont les médias occidentaux qui faisaient l'opinion africaine. Désormais, l'opinion africaine, elle est faite sur les réseaux sociaux africains, notamment par des leaders intellectuels, politiques, activistes, militants, influenceurs panafricanistes. Et elle est faite par les gouvernements panafricanistes révolutionnaires, notamment les gouvernements panafricanistes révolutionnaires ouest-africains qui ont constitué l'Alliance des États du Sahel et la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc en fait, ils sont partis d'un constat, le constat de leur défaite communicationnelle, le constat de leur défaite dans le chantier à partir duquel ils contrôlaient le mental africain,
le chantier de l'information. Une fois que M. Macron, en 2021, s'est fait remonter des fiches analytiques par ses équipes, par les différents ministères de son gouvernement, qui lui expliquaient que si la France était en perte d'influence en Afrique, c'est parce que la France avait perdu le contrôle mental des Africains, puisque les médias classiques français, occidentaux en général, ne déterminent plus l'opinion des Africains. Alors, M. Macron et son administration politique ont décidé de mener une guerre informationnelle. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Une guerre informationnelle. Ce sont les mots qu'Emmanuel Macron utilise dès 2021. Et tous ces ambassadeurs se mettent à utiliser ces mots. Ils vont mener une guerre informationnelle ayant 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de répliquer à ceux qui dominent désormais l'actualité, c'est-à-dire en fait répondre au leadership militant, activiste, intellectuel et politique panafricaniste. Deuxièmement, éliminer autant que possible les voix qui obstruent RFI, les voix qui empêchent qu'on écoute France 24, les voix qui empêchent qu'on écoute TV5, qui empêchent qu'on écoute France Média Monde en Afrique. Les voix qui font que désormais, ce n'est plus BBC, ce n'est plus CNN, ce n'est plus la Voix de l'Amérique, ce n'est plus la Deutsche Welle qui domine dans le mental des Africains. Il va falloir les attaquer et les détruire, ces voix. Et là, l'une des officines du régime Macron, la fameuse école de guerre économique, a produit un document de plus de 200 pages dans lequel il a été dit que les principaux animateurs de l'éveil panafricaniste, de la révolution africaine, ceux-là même qui veulent le retrait total des troupes néocoloniales françaises du sol africain, l'abolition de la monnaie néocoloniale du franc CFA, la fin de l'ingérence française, européenne, occidentale, l'ingérence étrangère dans les choix des dirigeants africains et la fin de la répression intellectuelle de l'Africain à travers l'idéologie de la démocratie et la propagande des droits de l'homme. Tous ceux qui se battent pour ce programme doivent être attaqués personnellement. C'est écrit dans le document de l'école de guerre économique, subventionné par le gouvernement français. Il est écrit que ceux qui défendent le programme de l'émancipation africaine, qui se trouve être le programme de l'Institut de l'Afrique des libertés, et le programme de toute mon œuvre, que ce soit mon œuvre littéraire, mon œuvre philosophique, mon œuvre d'essayiste politique, mon œuvre d'intellectuel politique, ou même de militant, elle est axée autour de ces 4 points que j'ai martelés depuis plus de 30 ans, depuis mes 18 ans. Ces 4 points constituent l'essentiel de mon discours. Retrait de toutes les troupes d'occupation néocolonialiste et impérialiste du sol africain, abolition de la monnaie néocolonialiste du CFA, fin de l'influence des puissances étrangères dans le choix des dirigeants africains, fin de l'ingérence, et puis renaissance culturelle africaine sur la base de la revalorisation des langues africaines, de la revalorisation des paradigmes politiques, éthiques africains dans l'invention institutionnelle. Ce programme-là pour lequel j'ai écrit plusieurs livres, maintenant pratiquement 32, il y en a un qui sort là, à nouveau sur le Cameroun, pendant ce mois, et un autre qui va sortir sur l'engagement panafricaniste, eh bien, du leader de Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Soro, en Côte d'Ivoire. Bref, j'écris en permanence depuis pratiquement mes 18 ans, je produis. Alors, l'audience que mes livres ont eue m'a valu d'être cité dans tous les rapports qui sont tombés sur la table de M. Macron, notamment à partir de 2021. C'est-à-dire que chaque fois qu'on veut lui dire pourquoi la politique française ne s'impose plus en Afrique comme avant, on lui fait une liste de noms, mon nom sort toujours. On lui dit, voilà, ils n'écoutent plus RFI, les Africains, ils n'écoutent plus BBC, ils ne lisent plus la feuille de chou de Jeune Afrique, ils s'en foutent de ce qui est écrit dans Le Monde. Le JDD peut écrire s'il veut, Paris Match, ils n'en ont rien à cirer. Les Africains, le monde diplomatique, tout ça, ils en ont rien à foutre. Les Africains écoutent maintenant des leaders d'opinion africains quand ils n'écoutent pas les chefs d'État révolutionnaires ouest-africains, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré ou Abdourahmane Tiani, ben, ils écoutent Kémy Séba, ils écoutent Nathalie Yamb, ils écoutent Mohamed Konaré, ils écoutent Egunchi Behanzin, ils écoutent Bandakani, ils écoutent Afrique Média. On cite les noms. Mon nom sort toujours. Dans les fiches de Macron,
Chaque fois qu'il ouvre une fiche, je pense que mon nom sort minimum troisième nom. C'est-à-dire qu'avant qu'on arrive au troisième nom, Niamsi, Franklin Niamsi, professeur agrégé de philosophie à Rouen, docteur en philosophie, citoyen français depuis 2002, mon nom sort. Donc, il faut que vous sachiez d'où ça vient. Voici quelqu'un qui écrit des livres depuis pratiquement 25 ans. Personne ne l'a vraiment empêché d'écrire ces livres depuis 25 ans. J'ai presque publié 70% de mes livres à partir de Paris. Critique de la tragédie camerounaise, réflexion pour une politique africaine civile. Tant que je n'étais pas suffisamment écouté, tant que je n'étais pas suffisamment vu, tant que je n'étais pas suffisamment lu, compris, repris, tant que je n'inspirais pas suffisamment les Africains, on m'a tranquillement ignoré. Donc, à partir de 2021, M. Macron fait la conclusion suivante. Si la France est en perte d'influence en Afrique, c'est la faute des militants panafricanistes, des intellectuels panafricanistes, des activistes panafricanistes. Et c'est cette conclusion qui lui est apportée sur la table par son ministre des Affaires étrangères d'alors, Jean-Yves Le Drian. C'est cette conclusion qui lui est apportée sur la table par son chargé de la diplomatie publique en Afrique, qui s'appelle Sylvain Ité. C'est cette conclusion qui est apportée à M. Macron à cette époque-là par la plupart de ses ambassadeurs, comme celui qui était à l'époque ambassadeur de la France en République centrafricaine, Jean-Marc Gros-Gurin. C'est cette conclusion qui lui est ramenée également par tous les amis dictateurs de M. Macron en Afrique, comme Alassane Dramane Ouattara en particulier, qui lui a rédigé quantité de mandats d'arrêt internationaux qu'il a adressés à tous les pays possibles pour espérer que l'un d'eux me kidnappe et me livre à lui pour qu'il me tue. Les dictateurs africains, à la tête desquels Alassane Dramane Ouattara, n'ont pas arrêté, au moins depuis le 2021, d'écrire des rapports et de les envoyer sur la table de Macron avec mon nom. Ah mais oui, Emmanuel, ce serait pas mal vraiment que vous vous occupiez de celui-là parce qu'il vraiment c'est pas possible. À lui tout seul, il me crée tous les problèmes. Il me tourne en dérision, il a inventé une émission qui s'appelle Le Téléphone Rouge, il imite ma voix. Non, mais Emmanuel, faites quelque chose. Ouattara a écrit des tonnes et des tonnes. Il a même écrit des fiches rouges qu'il a adressées aux autorités britanniques, espérant que les Britanniques m'arrêtent, me mettent dans un avion quelconque et me fassent atterrir à Abidjan pour qu'ils me recueillent et me tuent. Parce qu'Alassane Ouattara ne connaît pas conjuguer beaucoup de verbes, en dehors du verbe tuer. Donc, il faut que vous sachiez d'où ça vient. Ça vient du fait que vous, Africains du continent, Africains des diasporas, avez enfin entendu la voix du Tout-Puissant, la voix de nos ancêtres angélisés, la voix de nos héros abandonnés, ceux qui se sont battus dans les siècles précédents pour que nous, Noirs, partout sur la terre, nous soyons respectés. Vous avez commencé à écouter leur voix qui parle à travers ceux d'entre nous qui ont pris conscience de la nécessité du combat. Parce que vous avez commencé à nous écouter. Parce que vous avez repris confiance en vous-même. Parce que des révolutions opèrent avec le renvoi des troupes françaises du Mali, le renvoi des troupes françaises du Niger, le renvoi des troupes françaises du Burkina Faso. Parce que tout ce que vous croyez impossible est devenu possible grâce à ce renouvellement de la volonté des Africains de se faire respecter. M. Macron est parti du principe que pour mettre fin à ce processus de dégringolade du précaré français, de dégringolade de la puissance française, il fallait écraser les voix africaines qui portent et promouvoir les voix africaines qui trompent, les voix africaines qui tremblent, les voix africaines qui n'ont pas le courage de la vérité. Il a voulu promouvoir ces voix africaines mensongères, ambiguës, lâches, ces voix africaines mollassonnes à travers le fameux sommet de Montpellier. Mais les Africains s'en sont rendus compte. L'Afrique tout entière s'est moquée de ce sommet, qui était en réalité une réunion d'individus consentants à la continuité sous une forme ou une autre de la domination, qu'ils demandaient simplement à rendre un peu acceptable. Devant l'échec de sa tentative de promouvoir les mollassons d'esprit, les lâches, les hypocrites, les ambiguïstes, les aventuriers, et de les imposer comme étant les meilleurs représentants
de la militance africaine, de l'intelligentsia africaine, les meilleurs représentants de l'élite politique africaine, n'ayant pas réussi à le faire, M. Macron est passé à la méthode sévère. Il a décidé de nous casser la gueule. Voilà comment il a interdit l'accès du territoire français à Nathalie Yamb. Voilà comment il a fait retirer la citoyenneté française, la nationalité française à Kémy Séba. Et voilà comment, pour ce qui me concerne, il a décidé, parce qu'il avait affaire à une situation dans laquelle le sujet se défend par les voies du droit en France. Je ne suis pas le premier citoyen venu. Je suis quelqu'un qui connaît ses droits et qui s'est toujours entouré, dès que ses droits ont été violés, s'est toujours entouré des spécialistes du droit pour se défendre. Donc là, par exemple, je vais à ma convocation demain avec 8 avocats. J'ai toujours fait cela. Je me suis toujours donné toutes les chances de faire valoir le droit lorsque l'on piétine mes droits. Donc, face à quelqu'un comme moi, Emmanuel Macron a décidé, avec ses services, de mettre en place une stratégie en plusieurs cercles. D'abord, le harcèlement dans le cadre professionnel. Alors que dans ce cadre professionnel, je n'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. Emmanuel Macron m'a fait convoquer par les services du rectorat de Rouen pour m'ordonner d'arrêter de critiquer la politique africaine de la France. Rendez-vous compte, dans le cadre professionnel, où vous n'êtes coupable d'aucune faute, on vous convoque pour vous donner des injonctions sur votre comportement comme citoyen. Du jamais vu. Je n'avais jamais cru qu'on pouvait en France convoquer dans le cadre professionnel un professeur qui n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses fonctions pour lui dire que ses opinions politiques dérangent. Dans ce pays de Voltaire, dans ce pays de Victor Hugo, dans ce pays de Sartre, je ne pensais pas que cela m'arriverait une seule fois. Les bras m'en tombaient au mois de mai 2021. Quand le secrétariat général du rectorat de l'Académie de Rouen, qui s'appelait à l'époque Académie de Rouen, maintenant il s'appelle Académie de Normandie, me convoque, et le secrétaire général adjoint de l'époque, M. François Fauzel, me dit, on ne vous connaissait pas. Paris nous a appelés et nous a demandé de vous dire de cesser vos critiques de la politique africaine de la France. Je lui ai dit, mais monsieur le secrétaire général adjoint, vous n'avez pas vocation à faire la police de mes opinions. Dites-moi si ici, dans ce rectorat, il y a désormais une cellule chargée du suivi des opinions des professeurs quand ils sont hors de l'exercice de leurs fonctions. De quel droit venez-vous me dire ici, dans ce bureau de l'Académie de Rouen, ce que moi, Franklin Yamsi, j'ai le droit de dire quand je suis chez moi. Alors même que je ne suis pas en train de parler de ce que je fais en tant que professeur, je ne parle pas du fonctionnement de l'éducation nationale. Je comprendrais encore à la limite que vous me disiez que je viens parler du fonctionnement de l'éducation nationale, de mon enseignement au lycée ou de mon enseignement à l'université. Je comprendrais que mon enseignement en classe préparatoire, éventuellement, si je viens en parler ici devant tout le monde, eh bien, à ce moment, vous me disiez, attention, vous avez quand même une obligation de réserve liée à cela. Mais vous me parlez de mes opinions à propos de la politique africaine de la France. En quoi ça vous concerne? Bon, le type me regarde et il essaie de voir s'il peut me menacer. Je lui dis, mais écoutez, je suis imperméable aux intimidations. En quoi ce que je pense, moi, Franklin Yamsi, en tant que citoyen, en tant que philosophe, en tant qu'intellectuel, en tant qu'écrivain, en quoi ce que je pense vous concerne? Est-ce que vous, ici, fonctionnaire de l'administration rectorale, avez vocation à me dire ce que je dois penser? Il me dit, non, je dois vous dire que vous devez vous exprimer avec une certaine modération. Je dis, mais qui est le baromètre de la modération? Quelqu'un qui tire, comme M. Sarkozy, le 9 novembre 2004, sur plus de 60 Ivoiriens qui les fait tuer par l'armée française, je dois l'appeler criminel ou pas? Quel est le mot qu'on utilise pour désigner un dirigeant français qui est le chef suprême des armées lorsque l'armée française tire le 9 novembre 2004 sur la foule désarmée devant l'hôtel Ivoire? On l'appelle comment? C'est un assassin ou pas? Comment voulez-vous que j'appelle M. de Gaulle, qui ordonne à William Bechtel, agent de la SDES, donc des services secrets français, qui lui donne l'attitude pour aller tuer à Genève, en novembre 1960, Félix Roland Moumié? Comment voulez-vous que j'appelle Bechtel, que j'appelle Focard et que j'appelle de Gaulle, puisqu'ils ont tué Félix Moumié? Ne sont-ce pas des assassins? Et puis, de quel droit vous arrogez-vous le privilège de me convoquer
pour polisser ma pensée. Si ce que je dis quand je suis chez moi, ici, parce que là, je suis chez moi, je m'exprime dans le cadre de l'usage public de la raison, comme dirait Emmanuel Kant. Si ce que je dis ne vous plaît pas, mais écoutez, portez-moi plainte au tribunal, dites par exemple que j'ai diffamé M. de Gaulle ou que j'ai commis un outrage. Je répondrai de cette accusation. Il y a des tribunaux pour punir ceux qui disent des choses déplacées dans une démocratie, dans un état de droit. Mais on ne me convoque pas. La seule fois qu'on m'a convoqué pour des choses que j'ai dites, c'était Charles Blé Goudé. J'ai gagné. Il a perdu. Avant lui, Ahmed Bakayoko avait envoyé son homme de main, Stéphane Conan, pour me convoquer à propos de ce que j'ai dit. Là encore, j'ai gagné. Toutes les fois qu'on m'a convoqué pour ce que j'ai dit ici en France, j'ai gagné. J'ai gagné contre Ahmed Bakayoko à travers son homme de main. Mon frère Stéphane Conan, qu'il avait utilisé contre moi, ayant promis à Ouattara qu'il aurait ma peau à travers Stéphane Conan. Stéphane Conan a mordu la poussière à Paris, il ne parle plus. Ensuite, Ouattara, instrumentalisant Blé Goudé, l'a envoyé sur moi pour porter plainte à Paris, dans l'espoir qu'il gagne. Blé Goudé a perdu. Donc, les deux procès en diffamation qui m'ont été opposés, je les ai gagnés. Et la seule fois que moi, je me suis plaint d'une diffamation, ici en France, c'était contre Jeune Afrique. Quand Jeune Afrique a pris ma photo, Jeune Afrique a pris ma photo et l'a confondu avec la photo de Franck Biya, publiant un article dans lequel Franck Biya était poursuivi par des associations camerounaises pour le pillage, le vol, le détournement de près de 150 milliards de francs CFA du bois du Cameroun. Jeune Afrique publie cet article et ils prennent ma photo, ils la mettent. À partir d'une ressemblance apparente entre Franck Biya et moi, ils prennent ma photo sur Internet, ils l'utilisent pour illustrer leur journal, que je suis Franck Biya. Ben, j'ai porté plainte, j'ai fait constater par un huissier à Elbeuf-sur-Seine et j'ai porté plainte et j'ai gagné. Donc moi, quand je porte plainte pour des affaires de diffamation, je gagne. Jeune Afrique a été enjoint de publier, de me donner le droit de réponse et de publication d'un article rectificatif dans ses colonnes. Cet article existe encore. Il s'appelle « Profession de foi contre le régime de Paul Biya » par Franklin Nyamsi, président du collectif diasporique camerounais. Non, je dis à ce monsieur du rectorat de l'Académie de Rouen, mais écoutez, je ne suis l'objet d'aucun procès en diffamation. Vous me convoquez ici, vous ouvrez mon dossier professionnel, je n'ai rien fait. Je n'ai commis aucune faute dans l'exercice de mes fonctions. Je ne fais pas propagande de mes idées politiques devant les élèves que la République me confie. Je prends le soin de bien diviser mon activité de professeur, de la séparer de mon activité d'activiste, de militant, d'intellectuel, d'écrivain. Et vous essayez de me punir au travail pour une faute que je n'ai pas commise au travail. Alors que ceux qui doivent me porter plainte pour ce que je dis quand je suis chez moi, ils ne me portent pas plainte. Voilà comment le rectorat, le ministère de l'Éducation nationale m'a fait convoquer depuis 2021 2 fois en conseil de discipline. Ils ont organisé 2 conseils de discipline pour en finir avec moi. Un premier, le 14 décembre 2022. Un premier, le 14 décembre 2022. Et à l'occasion de ce conseil, tous les syndicats ont voté contre la sanction. Un deuxième conseil de discipline, il devait avoir lieu, le 17 avril 2024. Le 17 avril 2024, ils m'ont ramené en conseil de discipline. Là encore, à l'unanimité, les syndicats de l'éducation nationale, du corps des professeurs agrégés, ont voté contre. Alors qu'en 2022, tous les syndicats représentés avaient voté contre, un certain ministre nommé Pape Ndiaye, qui devait perdre son poste aussitôt après, prit la responsabilité, passant outre l'avis négatif des syndicats qui avaient voté contre la sanction. Il me priva de 3 mois de salaire, Pape Ndiaye, le franco-sénégalais, auteur d'un ouvrage intitulé « Le livre noir du colonialisme ». Ça, c'est quand il avait encore son cerveau. Il m'enlève 3 mois de paye, dont 3 mois sur ma retraite, parce que cela lui a été demandé par M. Macron, parce que cela a été demandé à M. Macron par Alassane Draman Ouattara. Et parce qu'il est difficile, devant le vote opposé des syndicats, mais de me virer.
de décréter comme ça du jour au lendemain que bon, vous êtes radié. Parce que tous les syndicats disent, mais il n'a rien fait. Il a exercé sa liberté d'expression en dehors du cadre d'enseignement. Alors, ils m'ont ramené le 17 avril 2024 devant le même conseil de discipline, espérant que cette fois-ci, il y aurait un vote contre moi. Les syndicats, à l'unanimité, se sont opposés. Ils ont même publié, l'intersyndicale de l'éducation nationale a même publié une motion pour dire, laissez-le tranquille. Vous dites vous-même que c'est un excellent professeur. Foutez-lui la paix. S'il a dit des choses en tant que citoyen qui ne vous plaisent pas, mais amenez-le au tribunal et demandez-lui de s'expliquer sur ce qu'il dit. Vous comprenez? Donc, le 17 avril, ils m'ont emmené là-bas. Ils ont essayé de me faire sanctionner. Les syndicats, à l'unanimité, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par le centre, ont voté non. En disant, mais il n'a rien fait. Dites-nous ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a troublé l'ordre public dans un établissement d'enseignement? Est-ce qu'il a fait profession de ses idées dans un établissement d'enseignement? Est-ce qu'il a fait prosélytisme de ses idées? Non. À partir du moment où il ne l'a pas fait, collez-lui la paix. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ses propos en tant que citoyen, portez-lui plainte et qu'il aille répondre devant les tribunaux. Donc, le 17 avril, ils m'ont envoyé là-bas. Et depuis le 17 avril, je n'ai toujours pas reçu le verdict. Ils sont calés avec l'affaire dans leurs mains. Non, j'ai continué à assurer mes fonctions de professeur. Puisqu'en fait, je n'ai commis aucune faute. Je n'ai fait de tort à personne dans ce pays où j'enseigne depuis au moins, régulièrement, au moins, depuis 2003. Non-stop, depuis 2003, j'enseigne. Ça fait 19 ans, non? À 20 ans pratiquement, que j'enseigne ici. Bon, comme ce côté professionnel ne marche pas, parce qu'ils sont obligés de reconnaître que je suis un excellent professeur, ils l'écrivent dans leur rapport, ils ont décidé de chercher autre chose, restreindre ma liberté d'aller et de venir. Désormais, les aéroports français ont été transformés en enfer pour moi. Quand je sors, on arrache mon passeport, on traîne 30 minutes à 1 heure avec mon passeport, on revient me le donner, parfois on me fait rater des avions, on m'a fait rater des trains de cette façon. Quand je reviens de l'étranger, on prend mon passeport, parfois on m'emmène pour me fouiller et me poser des questions saugrenues. On se comporte avec moi comme si j'étais un malfrat de grand chemin qui transporterait, je ne sais pas, de la drogue, des armes, etc. Et au bout d'1 heure 30, 2 heures, on me redonne mes documents et je rentre chez moi en Normandie. Ils font ça depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Ils ont des consignes fermes aux aéroports français pour me maltraiter dès que j'apparais. Et on envoie n'importe qui récupérer mon passeport, suivez-moi. Et maintenant, ils ont pris l'habitude de me mettre en garde à vue. De manière non officielle, ils m'emmènent, ils me font asseoir. C'est cette situation ubuesque que j'ai vécue en compagnie de ma famille. Nous allions en vacances au Mali. À l'aller, ils nous ont tous récupérés, 5 personnes, avec des enfants mineurs. Ils nous ont mis en garde à vue au poste de police de Paris-Orly, à la police des frontières. On a attendu là-bas pratiquement 45 minutes, presque 1 heure. Ils ont nos passeports, on ne sait pas pourquoi. Ils ressortent au bout d'1 heure. Ils nous remettent nos passeports et nous disent que nous pouvons partir. Heureusement que nous étions venus assez tôt par rapport à l'heure d'embarquement de notre avion. Sinon, on aurait raté l'avion. 5 personnes. C'est ce qu'ils ont fait. J'étais avec mes enfants les plus jeunes. 5 ans, Emma que vous connaissez, et son frère aîné, Théo, 12 ans. Ils nous ont emmenés au poste de police. Et vous voyez ce que fait M. Macron? Vous voyez jusqu'où M. Macron pousse le bouchon? Parce qu'il veut me nuire, il se met à tracasser, à harceler mes enfants. On passe 2 semaines au Mali. Quand on revient du Mali, par le même aéroport d'Orly, il y a un comité d'accueil spécialement pour nous. Moi, dès qu'ils m'ont repéré, ils ont arraché mon passeport et celui de mes 2 plus jeunes enfants. Ils sont partis avec. Et à un moment donné, ils sont venus chercher mes enfants pour me séparer d'eux parce que moi, ils m'amenaient en garde à vue. Donc voilà comment ma dernière fille Emma et mon fils Théo se sont retrouvés dans les mains d'une policière pendant que l'autre m'emmenait au poste de garde à vue. Ils en sont à arrêter des enfants. Dans ce pays-là où, quand on vous parle d'enfants arrêtés,
Ça rappelle les rafles du Veldiv. Ça rappelle la persécution des Juifs. Ils s'amusent avec les enfants de citoyens français qui rentrent de vacances. Ils s'amusent à les prendre, à les séparer de leurs parents uniquement parce qu'ils veulent tracasser le père, harceler le père, humilier le père. Ils ont osé mettre leurs mains sur mes enfants. Et tout cela va faire l'objet de plaintes contre M. Macron, contre M. Darmanin, parce que c'est le ministère de l'Intérieur. C'est la police qui agit sur les ordres de l'exécutif. Ça n'a rien à voir avec la justice. Il n'y a aucune décision de justice qui les autorise à me traiter de la sorte. M. Macron en est venu à leur permettre de mettre la main sur mes enfants. Innocents. Et dans tout ça, il n'y a aucune procédure judiciaire, il n'y a aucune accusation d'un quelconque juge, il n'y a aucune accusation de personne, il n'y a aucun procès contre nous, ou contre mes enfants, ou contre personne. Ce sont des voies de fait, c'est-à-dire que vous venez, on vous fait ça. Ils retiennent nos passeports, là, au mois d'août 2024, pendant 1h30, ils ont notre passeport, ils sont là-bas dans leur bureau avec notre passeport. Moi, je suis installé en garde à vue. Après, ils sortent. Une certaine dame sort avec tous nos passeports, elle me les remet. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, madame l'agente? Ça fait 1 heure que j'attends que vous m'expliquiez pourquoi, à l'aller, nous avons été mis tous en garde à vue. Au retour, vous me mettez en garde à vue. Et après, vous me rendez les passeports, vous me permettez de rentrer chez moi en France sans explication. Aucune explication. Depuis 4 ans, ils n'ont jamais expliqué pourquoi ils font ça. Oh non, on voulait vérifier, il y a peut-être une usurpation d'identité sur vous. On voulait voir, il y a peut-être des motifs honteux. Même dans les pays républiques bananières, comme mon pays natal, le Cameroun, tu ne t'attends pas à avoir de tels motifs. Ils les sortent maintenant à Paris pour justifier les conneries que Macron leur ordonne de faire, que Darmanin leur ordonne de faire à des citoyens innocents. On en est là en France. On leur a donné des instructions. Quand il va passer, faites cela. Nous récupérons nos bagages. C'est dimanche à l'aéroport d'Orly, un jour où il y a très peu de vols. Les seuls bagages qui ont été fouillés, c'est les miens, ceux de ma famille. Dès qu'on est venu passer devant la douane, ils ont pris les 7 sacs que nous avions. Ils ont même pris les sacs de cabine. Et ils sont tout passés au peigne fin. Ça, c'était des consignes. Parce qu'entre-temps, il y a des gens qui passaient avec des chariots remplis de 10 sacs. Des familles qui passaient avec 10 sacs. Elles n'ont pas été fouillées. Et quand les douaniers d'Orly ont fini de me fouiller avec ma famille, ils ont fermé le poste, ils ont quitté le poste. Donc en fait, ils avaient été spécialement maintenus pour nous fouiller. Ça sont les ordres de Macron et de Darmanin. Montrez-leur que nous sommes hostiles, qu'ils sont en territoire hostile. Créez en eux un sentiment d'insécurité. Montrez-leur qu'ici, ils ne sont rien. Seules de telles consignes peuvent expliquer le comportement de la police et des aéroports envers nous. C'est ce qu'ils font. Non contents de cela, ils avaient ouvert entre-temps la persécution financière. Plusieurs fois, mes comptes bancaires ont été fermés en France sans motif. Je me suis retrouvé même, pendant une période de 3 mois, sans compte bancaire. Mes petites économies que j'avais déposées sur un compte bancaire m'ont été remises sur un chèque de banque avec lequel je traînais pendant 3 mois. Le temps de faire la procédure officielle. Lorsque vous n'avez pas de compte bancaire, la loi dit que vous devez aller à la Banque de France, leur demander de vous attribuer d'office un compte bancaire. Il m'a fallu faire cette procédure, ça m'a pris 3 mois. Mes économies étaient dans un chèque, un papier que je tenais. Je ne pouvais pas tirer d'argent pour vivre. Je n'avais pas de carte bancaire, je n'avais pas de chéquier, je n'avais rien pour vivre. C'était ça le but. Ça, c'est Emmanuel Macron. Et tout ça, ce n'est pas une décision d'un juge. Ce n'est pas que je sois passé par un juge. Même les chefs des agences bancaires qui avaient fermé ne pouvaient pas me regarder en face. Monsieur Niamsi, on ne peut pas parler. Mais vous ne pouvez pas parler, pourquoi? Ce pays a affronté le nazisme, ce pays a affronté le fascisme. Pourquoi tout d'un coup vous perdez le courage qui a pu faire quand même ce qu'on a appelé les justes de France? Pourquoi vous ne parlez pas? Ah non, on ne veut pas avoir de problème. Donc, dans cette période-là où ils avaient arraché, fermé tous mes comptes bancaires, où je n'avais pas de compte bancaire, ils m'avaient également privé de salaire.
Emmanuel Macron m'avait fait enlever 3 mois de salaire. Et quand la période de 3 mois de salaire privé s'est arrêtée, c'est-à-dire, en fait, la période de mars à juin, mars, avril, mai, non, d'avril à juin 2023 s'est arrêtée, il fallait rétablir ma paye de fonctionnaire. Vous savez ce qu'ils ont fait? Juste pour se moquer de moi, ils ont rétabli mon salaire de fonctionnaire sur le compte qu'ils avaient fermé. Ce qui fait que je n'avais pas eu de salaire en mars, non, j'avais pas eu de salaire en avril, j'avais pas eu de salaire en mai, j'avais pas eu de salaire en juin. Quand j'ai repris fonction, je n'ai quand même pas eu le salaire de juillet, je n'ai quand même pas eu le salaire d'août, parce qu'ils se sont amusés à le virer sur les comptes qu'ils avaient fermés. Quand ils envoyaient mon salaire sur les comptes qu'ils avaient fermés, automatiquement, la banque rejetait le salaire au trésor public. Donc, ils se sont amusés pendant 6 mois à me priver de salaire. Voilà ce que fait ce président qui s'est permis d'enseigner la démocratie aux Africains, Emmanuel Macron, qui s'est permis de se tenir et de parler du Mali, la junte malienne, la junte burkinabé. Voilà ce qu'il me fait, moi. Je ne prends que mon cas pour vous montrer que c'est tout sauf un démocrate, c'est tout sauf un républicain, c'est tout sauf quelqu'un qui respecte la loi. Donc, affaires financières, je suis président d'une association qui ponctuellement a organisé des mobilisations, des fêtes, des rencontres pour accueillir un certain nombre de leaders politiques, dont le président Guillaume Soro, quand il faisait les cloches parties. Cette association a recueilli un certain nombre de dons pour aider un certain nombre de causes. Comme d'ailleurs ma propre cause, lorsque j'ai commencé à être attaqué judiciairement. Il décide d'enquêter sur cette association-là pour savoir si je n'aurais pas détourné les cotisations des membres de l'association. C'est moi le président de l'association. Ils veulent savoir si je n'ai pas détourné les cotisations des membres de l'association. Le problème, c'est que l'association n'avait perçu aucune cotisation. Vous savez ce que l'officier de police m'a demandé le 11 avril 2023? Monsieur Nyamsi, est-ce que vous ne vous êtes pas abusé vous-même? Puisque votre association n'avait pas encore reçu de cotisation et qu'elle fonctionnait sur des dons que vous avez obtenus. Est-ce que vous n'avez pas vous-même utilisé ces dons d'une manière telle que vous puissiez vous accuser? Parce qu'en fait, vous êtes, en tant que président de l'association, celui qui peut ester en justice pour elle. Est-ce que vous ne pourriez pas vous accuser vous-même? Il a poussé le ridicule jusqu'à me demander si je ne peux pas m'accuser moi-même. Donc, moi, Franklin Nyamsi, je suis le président de l'association Croche Party de Paris et ce serait intéressant que j'écrive une plainte contre moi-même en disant que tel jour, j'ai payé un ticket de train avec le compte de l'association pour aller tenir un meeting. Je m'accuse, je n'aurais pas dû payer ce ticket de train. Tel jour, j'ai payé un apéritif associatif, je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû. Tel jour, j'ai dépensé 20 euros, même 20 euros, j'ai dépensé 20 euros pour le compte de l'association, je n'aurais pas dû. La seule personne qui peut m'accuser de l'avoir fait, c'est moi-même. Puisque selon les statuts de l'association, seul le président peut ester en justice pour le compte de l'association. L'officier de police a poussé le ridicule jusqu'à demander devant mon avocat, Maître Ihou, qui était assis, est-ce que vous ne vous êtes pas abusé vous-même? Pourriez nous parler un peu de comment vous vous êtes abusé vous-même? J'ai dit, donc vous comptez sur moi-même pour que je me porte plainte. Ou vous comptez vraiment sur moi, vous êtes sérieux? Vous vous adressez à un docteur de l'université, monsieur l'officier. Vous devriez avoir peur de poser certaines questions à des gens qui ont la capacité de questionner votre capacité de compréhension. Ils étaient deux. Il y a un qui dit que ma manière de répondre, je l'ai insulté. Je lui dis, mais je ne pense même pas que vous soyez capable de comprendre la portée de ce que je dis. Par conséquent, je comprends que vous compreniez ce que je dis comme une insulte. Il dit, si c'est ça, lui, il ne me pose plus de questions. Je dis, c'était ça l'objectif. Se faire interroger par quelqu'un qui prétend vous expliquer ce qu'il ne peut pas lui-même comprendre, c'est la pire des choses qu'on puisse vivre dans un poste de police. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et là, ils ont un gros problème. C'est que j'ai continué la même activité que j'ai toujours faite depuis plus de 20 ans. J'ai continué à écrire des livres. J'ai même écrit plus de livres ces derniers temps.